Bonjour, je me présente Ahmed Hui, consultant expert depuis 6 ans au sein de Datalogue Finance. J'ai à cœur de porter notre solution d'in-house bank, extension naturelle de notre Payment Factory. En premier, je tiens à vous remercier de votre présence à notre atelier. J'ai la chance et le plaisir d'intervenir avec Arnaud du groupe Eurofins, qui pour moi illustre à la perfection les bénéfices attendus de la mise en place d'une solution d'in-house bank. Je donne la parole à Arnaud, qui va nous présenter les éléments clés des projets qu'il a mis en œuvre avec Datalogue Finance en 2018 avec succès au sein de notre solution de TMS intégré Treasury Line. Merci Ahmed, donc j'ai déjà me présenter. Donc Arnaud Gitzinger, je suis le responsable du cash management du groupe Eurofins. Donc j'ai deux casquettes. D'une part, je m'occupe donc du cash management, c'est-à-dire d'appels d'offres bancaires, de mise en place de cash pool, de support au paiement pour nos filiales, etc. Et j'ai une autre casquette système de trésorerie, et donc c'est dans ce cadre-là que j'interviens, notamment pour parler de la in-house bank. Arnaud, le terme d'in-house bank ou de banque interne est souvent employé aujourd'hui. Peux-tu nous décrire ce qu'englobe plus précisément cette notion? Oui, alors déjà une in-house bank, qu'est-ce que c'est? Donc banque interne en français. On peut dire que c'est un panel de services qui sont traditionnellement rendus par des banques et qu'on décide d'internaliser au sein d'un groupe. Alors on peut parler de plusieurs services, par exemple du financement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc ça peut être du cash pool pour faire circuler le cash, ça peut être du financement via prêt interco, ça peut être de l'equity, etc. On peut aussi parler de FX, donc couvrir les filiales, alors du FX spot tout simple, mais du forward, du swap, etc. Voire de la couverture de taux d'intérêt, ou mettre en place une payment factory. On va concentrer en un point tous les paiements du groupe. Voilà, donc tout un tas de services qui sont possibles et qu'on internalise au sein d'un groupe. Donc quels sont les avantages d'une in-house bank? D'une part, c'est d'être au plus proche, le plus adapté à la filiale, c'est-à-dire à son profil de risque, pour pouvoir ajuster une marge, pour pouvoir ajuster un taux d'intérêt, etc. Ça va permettre d'avoir plus de flexibilité et de standardisation dans les processus internes, puisque au moins on est au sein d'un groupe, donc on a un référentiel commun, plutôt que de devoir travailler avec les banques qui, elles, ont des référentiels un petit peu différents. Et ça permet aussi d'avoir une sécurité accrue, puisque comme on internalise les activités, ça veut dire par exemple qu'il y a moins de paiements externes, donc moins de risque de fraude par exemple. Et tout ça amène à une réduction de coûts aussi, puisqu'on internalise le travail, donc on prend chez nous les marges. Donc ça veut dire moins de paiements bancaires, mais plutôt des paiements sur des comptes courants. Ça veut dire internaliser les marges de financement, les marges sur le trading de FX, etc. Avec une vision qui est en temps réel, et notamment c'est pour ça qu'on veut aussi parler de système aujourd'hui. Et ça permet tout ça d'améliorer le contrôle et le pilotage du cash, de la relation bancaire, d'avoir une relation bancaire aussi sur certains sujets qui va être plus choisie au niveau du groupe plutôt que subie parce que décidée par les filiales. Voilà. Donc maintenant, une in-house bank, il faut la penser un peu stratégiquement et en amont de la mettre en place. Souvent, c'est mis en place quand on commence à grossir, c'est-à-dire soit on a un chiffre d'affaires qui commence à devenir critique, il n'a pas forcément besoin d'être élevé, quelques centaines de millions de chiffre d'affaires, ça peut faire du sens. Ou sinon, quand on va sur d'autres pays. Avant, par exemple, quand on reste en France, le trésorier français, il s'occupe un peu de tout. Quand il va sur d'autres pays, barrières de langue, des nouveaux processus, de la réglementation, etc. Ça permet d'avoir ce lien entre le central et les filiales. Pour ça, donc, on a un besoin, comme on le disait, de système pour soutenir les processus qui sont internalisés. Pourquoi? Parce qu'avant, quand on fait du service bancaire, c'est la banque qui fait pour nous, donc c'est elle qui a les ressources. Là, on internalise, donc c'est une question de ressources, avoir les bonnes ressources en interne et en nombre suffisant, et aussi penser le lien, l'interaction entre les filiales et la holding. Comment on va interagir, comment on va communiquer les besoins, etc. Donc toute cette organisation doit aussi être réfléchie en termes de services rendus, en termes de processus, en termes de tâches et qui va les faire, etc. Merci Arnaud. C'est clair au niveau des services bancaires internalisés et des structures à mettre en place pour déployer une in-house bank. Peux-tu nous décrire quelles sont les étapes fondamentales que vous avez suivies pour déployer votre in-house bank au niveau de Treasury Line? Oui, bien sûr. Alors, il y a quelques étapes classiques.
D'abord, il faut se demander quelle va être la hiérarchie entre la in-house bank et les filiales les plus en bas, on va dire. Donc, quels sont les liens? Une in-house bank, en général, elle est centrale, mais on peut décider de mettre des paliers par pays ou par zone, par exemple une zone Asie, une zone US, une zone Europe, pour mieux répondre aux problématiques de différence de temps, hein, de time lag, etc. On peut aussi décider de mettre des in-house banks par pays ou par bloc de pays. C'est ce qu'on a fait chez Eurofins. On a une quinzaine d'in-house banks qui sont plutôt par pays. On peut aussi décider de les mettre par division pour du reporting. Bon, c'est un choix d'entreprise, mais c'est important de se projeter en amont déjà là-dessus. Ça va ensuite permettre de faire découler les liens de compte courant entre la in-house bank ou les différentes in-house banks et les filiales. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, quels sont les services qu'on met en place? Est-ce que c'est du service de financement? Est-ce que c'est du service de FX? Est-ce que c'est du service de payment factory, etc. Et de tout ça, on va devoir signer avec les filiales des contrats pour supporter ces services. Ensuite, on va se poser des questions sur les limites. Est-ce que les filiales peuvent faire tout ce qu'elles veulent autant qu'elles veulent, ou est-ce qu'on va définir des limites? Et ça, on va en parler justement, c'était un de nos gros besoins chez Eurofins. Ensuite, les risques de marché. Quand on fait du financement, quand on fait du FX, en général, on se couvre ou on prend le financement auprès d'une banque, mais après, il faut repasser ce financement ou ce FX et ces taux auprès des filiales. Donc, quelle marge on va prendre, quel taux on va appliquer, etc. Est-ce que la banque interne doit aussi se financer elle-même, avoir une marge ou pas? C'est des questions qu'il faut se poser pour définir le dispositif. Et puis, dernier point, comment on fait vivre les transactions et comment on communique avec les filiales. Donc, tout ce qui est question de workflow, c'est-à-dire qui va saisir, qui va valider, combien il va y avoir de validation, comment on gère les règlements. Donc, est-ce qu'on va jusqu'à une étape de payment factory aussi pour pouvoir faire les paiements? Comment vont se passer les deals dans leur vie? Nous, on a des prêts à 5 ans, à 7 ans, à 10 ans. Donc, il se passe des choses forcément. Donc, quel est le cycle de vie du deal? Et puis, on a dit, une trésorerie groupe, c'est forcément des ressources un peu limitées. Donc, il faut automatiser, il faut industrialiser, il faut standardiser pour que ça ne coûte pas trop cher, entre guillemets, en termes de ressources internes. Arnaud, c'est clair en termes des étapes à mettre en œuvre pour déployer une in-house bank. Peux-tu nous décrire le contexte du groupe Eurofins et l'originalité du modèle qui a été adopté par Eurofins? Oui, alors je vais déjà commencer par décrire brièvement le groupe Eurofins Scientifique. Donc Eurofins, c'est le leader mondial des tests alimentaires, environnementaux et pharmaceutiques, entre autres, et dont la mission est Testing for Life. Donc ça résonne particulièrement dans le contexte de la crise Covid, où on a pu rapidement mettre en place des capacités de tests Covid dans notre branche de diagnostic clinique, et où on a pu apporter par exemple du soutien au développement des vaccins. Eurofins, c'est un groupe relativement jeune, avec une trentaine d'années d'existence, coté en bourse il y a un peu plus de 20 ans. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires en 2020 de 5,4 milliards d'euros et est en forte croissance. À titre d'exemple, depuis que je suis arrivé dans le groupe mi-2016, il y a à peu près 5 ans, le chiffre d'affaires a plus que doublé. À la fois grâce à une croissance organique soutenue, mais aussi grâce à une politique intense et régulière d'acquisition. Et le groupe est désormais présent dans une cinquantaine de pays. On a 800 filiales, 800 labos opérationnels qui sont des filiales entités juridiques, donc ça crée une complexité de volumétrie. Ce qui fait qu'on a décidé de mettre des in-house banks, pour le coup, par pays ou par petite zone, pour avoir quand même un palier de consolidation et que tout ne remonte pas directement sur la trésorerie groupe, on a ce palier. Donc voilà, une entreprise qui est assez complexe et qui croît vite et qui bouge vite, et avec deux problématiques particulières sur le financement. Alors, premier élément, sur nos cash pools, donc l'idée c'est il faut que le cash remonte des filiales vers le groupe, ça c'est assez habituel. Chez nous, les cash pools ne doivent pas permettre par contre aux filiales de se financer, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas devenir nettes emprunteuses dans le cash pool. Elles peuvent remonter du cash, elles peuvent récupérer ce qu'elles ont remonté, mais pas plus. Donc déjà, ça crée une problématique avec les banques au niveau des appels d'offres bancaires, c'est des ZBA, mais pas tout à fait. Il faut aller un peu plus loin que du simple ZBA. Sur les TMS aussi en termes de contrôle. Et puis ensuite, justement, si la filiale n'a plus assez d'argent pour se financer via le compte courant, l'argent qu'elle a remonté, bah, ça veut dire que là, il faut parler vraiment de financement, et donc de loan interco ou d'equity. Et c'était un gros besoin pour nous, l'equity, par exemple. On a assez souvent, parce qu'on a beaucoup de labos, de petits labos, on a beaucoup de labos qui parfois ont de l'equity négative, donc il faut capitaliser.
Donc ça, c'était un besoin qu'il fallait absolument couvrir via le TMS. Pour le coup, ça a été fait. Ce n'est pas le cas partout. Et tous ces processus de financement sont avec préapprobation. Donc ça veut dire que là, on en revient à la question de limite. On peut pas, c'est pas open bar d'une certaine façon. On fait déjà un processus de préapprobation et on met la limite et après la filiale peut venir tirer en respectant cette limite. 800 filiales, dont le nombre ne fera que croître. Quels sont les enjeux auxquels Treasury Line vous a permis de répondre? Oui, alors il y avait des contraintes, là, métier et plus trésorier, par-delà les contraintes Eurofins. Donc, on a dit 800 filiales, ça veut dire aussi un portefeuille de loans, interco, etc., assez lourd. Donc, il nous fallait de la simplification, d'une part, et un outil nous aide bien en général sur l'aspect simplification, de l'industrialisation. 800 loans, c'est presque un portefeuille d'une petite banque, finalement, et de l'automatisation des processus, parce qu'on n'est pas pléthorique à la trésorerie groupe. Donc ça, c'était vraiment très important qu'on puisse répondre à ce besoin-là, qu'on soit efficace. Première chose. Deuxièmement, on voulait des processus et aussi un système intégré, donc c'est-à-dire qu'on puisse faire tout le deal, toute la vie du deal, dans un seul système, c'est-à-dire le front to back, mais aussi le paiement. Donc le paiement, c'est bien sûr les gestions automatisées de SSI, mais c'est aussi la partie règlement, paiement jusqu'à la banque. Et donc là, on utilise le module Cash Pooler qui est intégré dans Treasury Line. C'est un module vraiment intégré, c'est pas un logiciel en plus. Jusqu'au reporting aussi, jusqu'à la comptabilité. Et tout ça de manière la plus automatique et la plus industrielle possible. Donc ça, c'était important pour nous qu'on puisse arriver à ce point-là. Ensuite, la fiabilisation des données. Avant, forcément, on n'avait pas de système. Donc les Excel avec des choses qui ne vont pas à droite à gauche, etc. On connaît tout ça. Là, maintenant qu'on a un logiciel intégré, c'est la même base de données pour tout le monde. Donc tout le monde a le même référentiel, a les mêmes données, en fait. Et donc, il n'y a plus de débat, que ce soit pour la consolidation, la compta, etc. Tout le monde est traité à la même enseigne, il n'y a plus d'erreur. Ensuite, dans les autres contraintes métiers, bien sûr, il y a l'aspect réglementaire des choses. Donc, on a parlé de la fiabilité, notamment la fiabilité par rapport aux audits de taxes, par exemple. Ça, on en a quand même régulièrement, donc il faut avoir des données fiables à présenter, bien sûr. Mais il y a aussi tous les concepts bien connus. Par exemple, on parle de loan et d'intérêt, donc on parle de withholding tax, de retenue à la source. Donc ça, il fallait qu'on la gère. Et on a quand même 50 pays, donc ça fait quand même un peu de volume. Tout ce qui est concept de arm's length et de base erosion and profit sharing que les trésoriers maintenant commencent à bien connaître, donc c'est-à-dire s'assurer qu'on donne le bon pricing à la bonne filiale. C'est quelque chose qu'on fait, on va voir comment, mais on a des spreads qui sont différenciés par type de filiale, et encore une fois sur un portefeuille assez large de 800 tranches de financement. Donc il a fallu gérer tout ça, et donc si on va juste dans les chiffres peut-être, on a à peu près 10 types de loans différents. Du bridge senior, du bridge junior, du bridge DS, qui sont des prêts à court terme, du senior, du junior, du DS, qui sont des prêts à long terme pour le coup. On a aussi du financement immobilier parce qu'on détient notre immobilier en propre. On a des prêts à taux fixe, etc. Donc une dizaine de conditions différentes, multipliées par le nombre de devises, à peu près 20 à 25 devises sur nos loans. Donc on arrive à peu près 250 conditions standards d'intérêt. Et en plus de ça, on a des prêts un peu particuliers, un peu ad hoc, à peu près 150 en plus. Donc on a à peu près 400 conditions financières. De ça, il faut encore ajouter la withholding tax sur 50 pays. Donc ça fait un nombre de combinaisons possibles assez important. Et donc là, on voit par exemple sur les rapports, voilà, on a des fee conditions qui sont standardisées. Avant, c'était de l'Excel, il pouvait y avoir des erreurs de remise à jour de taux, on ne prend pas le bon taux sur tel prêt, etc. Là, c'est une fee condition lié à une saisie utilisateur qu'on verra après, et au moins le logiciel fait les choses correctement. Alors, tu viens de décrire les enjeux auxquels Treasury Line vous a permis de répondre. Je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Votre problématique d'in-house bank a commencé par le processus de remontée de cash. Oui, alors c'est le plus simple, mais c'est jamais simple chez Eurofins. Donc déjà, on voulait quelque chose de totalement automatisé, de totalement industrialisé, notamment parce qu'on a un volume qui est important, on a à peu près 1000 comptes courants. Donc c'est quand même assez volumineux, notamment parce que beaucoup de filiales, mais aussi beaucoup de devises. Donc il fallait que
Le processus soit automatisé au maximum. Pour l'automatiser, c'est facile. S'il y a du cash pool ZBA, on importe les relevés de compte, le système lit que c'est du cash pool, transfère ça sur le compte courant. Si maintenant c'est du cash pool manuel, parce qu'on a des filiales qui ne sont pas intégrées ou quoi, on peut tout à fait saisir des banques à banque qui va nous faire le paiement, qui va être envoyé dans le module de Payment Factory pour signature, envoi en banque. Le lendemain, on récupère le relevé, on fait le rapprochement, ça passe sur le compte courant. Donc cette partie-là est totalement automatisée. En plus de ça, il fallait qu'on ait une comptabilisation automatisée. Donc ça, via des jobs qui tournent régulièrement, la compta se fait toute seule. On a aussi mis, comme on l'a dit, des découverts autorisés sur les comptes courants. Donc ça nous permet, soit a posteriori sur les comptes courants de cash pool, ZBA, d'avoir une alerte si la banque a mal fait son travail et qu'elle a rendu la filiale nette emprunteuse dans le système. Bon, je ne sais pas si ça arrive jamais. Et puis l'autre possibilité, c'est si on est sur du cash pool manuel, donc avec saisie d'un banque à banque, là on a un blocage, c'est-à-dire que le user ne peut pas saisir, il va avoir un écran qui s'affiche disant c'est pas possible, c'est bloqué à cause de ce découvert. Donc ça c'était important. On a le calcul des ICNE, des échelles d'intérêt qui se fait automatiquement, avec des rapports qui sortent et qu'on envoie directement aux filiales par mail. Donc le processus de bout en bout, depuis la saisie ou depuis le travail des banques via les cash pools ZBA jusqu'à la comptabilisation, jusqu'au reporting, se fait automatiquement. Par ailleurs, on a une spécificité chez Eurofins, on paye nos intérêts de compte courant en compte bancaire. En effet, il faut que les banques connaissent l'ensemble de nos flux pour pouvoir calculer une position de pré-emprunt de cash pool correcte, puisque les banques doivent suivre ces positions pour effectuer un éventuel blocage du cash pool et éviter qu'une filiale ne se retrouve nette emprunteuse. Donc le fait de payer les intérêts de compte courant en compte bancaire, ça n'existait pas dans Treasury Line, et c'est suite aux ateliers que le chef de produit m'a rappelé pour s'assurer du besoin. Et les équipes Datalogue ont développé donc cette fonctionnalité pour Eurofins, considérant que c'était notre droit de vouloir payer nos intérêts de compte courant en compte bancaire, alors qu'aucun autre client Datalogue ne le faisait. On voit bien que le processus de remontée de cash a été très bien industrialisé et donc simplifié. Je propose qu'on aborde le sujet clé de cette présentation, qui est le financement des filiales. Et alors celui-là, c'est effectivement le point clé de notre appel d'offres, c'est ce pourquoi on voulait vraiment avoir un système. Alors, déjà on a dit, donc on est sur le financement, la redescente de cash aux filiales. Il fallait que ce soit simple pour les utilisateurs, que ça gère à la fois les loans avec toute notre complexité de panel de loans et aussi l'equity, qui n'est pas géré par tous les systèmes. Et il fallait que les filiales puissent saisir régulièrement et puissent rembourser aussi régulièrement, voilà, qu'il y ait un échange assez facile, assez aisé sur l'instrument en question. Donc là, je me souviens de quelques nocturnes qu'on a faites. Voilà. Et c'était vers 1h ou 2h du matin, je me souviens, on réfléchit, etc. Et puis on trouve en fait le système en fait, de RCF bancaire, c'est-à-dire ligne de crédit, tranches, et puis ensuite des tirages qu'on empile les uns sur les autres. Et on s'est dit... Dans la démarche d'industrialisation et d'automatisation. Exactement. Et ça répondait à tous nos critères. C'est-à-dire qu'il y avait cette possibilité d'empilement, de remboursement, ça collait bien pour toutes nos contraintes comptables, ça collait bien en termes d'automatisation, etc. Et donc on s'est dit, on va là-dessus. Donc voilà, ça c'est les petites joies des projets. Voilà. Et donc on a fait ligne de crédit un peu technique, après tranche où là on va qualifier la tranche en question, est-ce que c'est un loan ou est-ce que c'est de l'equity, et ensuite on va mettre le type de loan. Donc si on voit sur l'écran de saisie ici, on voit au milieu de l'écran en haut un subproduct qui est loan et un analytical center qui est du bridge senior. Voilà, et de ça, plus une saisie de montant, de devises et de dates, finalement les données que la machine ne peut pas deviner, il faut bien que je les saisisse, mais ce sont les données nécessaires et suffisantes, on va dire. À partir de là, il va y avoir une automatisation du calcul d'intérêt et tout dont on va parler. Et basé sur cette tranche, ensuite, on va empiler les tirages, donc c'est simplement les flux de paiement ou de remboursement. Vous avez quand même plus de 800 lignes de financement.
plus de 400 conditions, comme tu l'as dit tout à l'heure, des ressources réduites. Comment vous avez fait avec Treasury Line pour améliorer votre productivité? Oui, alors on a capitalisé sur le système de ligne de crédit, tranche et ensuite les tirages. Et on a utilisé en fait pour le calcul des intérêts qui va entraîner les règlements, etc., le concept de frais d'utilisation qu'on met sur la tranche et la tranche va calculer les différents, au quotidien, en fait, la position de tirage pour le calcul des intérêts. Donc, pour répondre à ta question, Ahmed, on a beaucoup capitalisé sur tout ce qui est job, etc., et sur le paramétrage admin. On voulait que les users en aient le moins à faire, en fait, parce que plus il y a de saisie user, plus il y a d'erreurs, on va être clair. Donc, on a essayé d'internaliser ça plutôt côté admin et laisser la saisie de manière très simple au niveau user. Donc là, on va voir quelques écrans de l'administration. Donc, si on commence par l'écran du milieu, c'est la condition d'intérêt. Donc, cette condition d'intérêt, comme vous le voyez, elle a un certain nombre de critères à gauche, donc notamment une devise, notamment un filtre qui permet de savoir, alors dans le filtre, on n'a pas détaillé le filtre, on voit que c'est un loan de type Bridge DS, je crois, que c'est une devise en yens, etc. Donc le filtre maintient toutes ces informations-là, et basé là-dessus, donc toujours sur l'écran du milieu, partie droite cette fois, on voit les périodes d'intérêt, donc des périodes qui sont ici trimestrielles, avec des taux, les taux trimestriels. Et ce sont les taux qui vont s'appliquer à la saisie. Si on prend l'écran de droite maintenant, on voit l'écran de paramétrage de la retenue à la source. Donc là, les conditions, c'est quelle est l'entité qui va recevoir les intérêts, quelle est l'entité qui va les payer, quelle est la devise, etc. Donc encore des critères et des filtres, d'une certaine façon. Et basé là-dessus, on dit, voilà, dans ce contexte-là, la retenue à la source, c'est tel pourcentage. Ici, c'est 10%. Et donc, ces deux écrans de paramétrage admin, les deux de droite, vont se retrouver dans la partie gauche, c'est-à-dire l'écran de saisie. Donc, on a vu sur la slide précédente un écran de saisie, l'écran principal de saisie utilisateur. Là, on voit l'échéancier d'intérêt, en l'occurrence. Cet échéancier d'intérêt, basé sur les filtres, etc., va lire les informations et va dire « Ok, c'est un loan, c'est un bridge DS, c'est en yens, etc. » Basé là-dessus, il va mettre les différentes périodes avec les taux associés et en dessous la withholding tax. Donc là, on voit que les users ont rien fait là-dessus, c'est vraiment le paramétrage et simplement leur saisie d'écran principal avec leurs 10 données, disons, nécessaires et suffisantes. Voilà. Et après, on a des jobs qui, tous les soirs, vont recalculer, suivant les tirages, les remboursements anticipés, etc. On a des jobs qui vont recalculer le montant d'intérêt sur chaque période. On a aussi un job de fixing qui va tourner tous les jours, mais qui va fixer notamment tous les trimestres. En fait, on a des intérêts qui sont variables suivant les saisies, suivant les tirages et les remboursements, durant toute la période. Et une fois que la période se finit, il faut bien fixer ce qui est variable, dire ça y est, la période est finie et je connais mon montant figé, ce qui va permettre aussi de libérer le règlement, qui va passer voilà, dans la payment factory, etc., aller en banque, etc. Et puis, on a les jobs de compta qui tournent tous les jours, etc., et qui nous automatisent tout. Donc, une saisie simplifiée user avec après un process front to back juste pour la validation, et tout le reste se fait de manière automatisée avec des jobs. Donc là, en fait, toute la réflexion a été menée en amont, donc dans l'aspect administration, par la définition des règles. C'est ce qui permet par la suite d'avoir ce fonctionnement fluide et automatisé. Qu'en est-il au niveau du cycle de vie et du reporting? Oui, alors c'est important parce que, comme on le disait, nos financements sont à long terme. Donc, les financements les plus courts qu'on ait, c'est du financement à 1 an. On a des financements à 5 ans, à 7 ans, à 10 ans, voire 15 ans. Il peut se passer plein de choses dessus. Donc, on l'a dit, les filiales peuvent tirer, mais peuvent rembourser par anticipation si elles ont du cash aussi. On peut augmenter le montant qui a été préapprouvé. Hein. On a dit, chez Eurofins, on est sur un processus de préapprobation, mais si la filiale a de nouveau besoin de cash, on refait un processus pour augmenter. Il faut pouvoir augmenter le montant préapprouvé, pouvoir le diminuer dans certains cas. Il faut pouvoir changer aussi, par exemple, le type de prêt. Par exemple, une filiale était sur un senior, mais sa balance sheet, son PNL, etc. vont changer. Donc, on va remettre à jour. On va dire c'est un junior. Donc, il faut changer à la fois la qualification du prêt, mais il faut aussi changer l'échéancier d'intérêt qu'il y a derrière, etc. On peut changer
On peut étendre aussi un prêt, par exemple un prêt à 1 an, bah oui, parfois il faut le rouler, il faut l'étendre. Donc voilà, tout un tas d'événements qui doivent pouvoir se faire et derrière, avec des jobs, on automatise toutes les autres actions qui s'enchaînent de par le premier événement. Donc ça, c'est le premier élément important, c'est la gestion du cycle de vie. Il faut pouvoir tout faire sur des deals qui durent longtemps. Il faut aussi, donc, comme on l'a dit, pouvoir payer les nominaux, les intérêts. Donc là, avec le module Cash Pooler qui est intégré dans Treasury Line, c'est facile. Et puis, donc, le reporting, puisqu'on a une base de données unique, donc tout le monde a accès à la même information et on peut sortir alors des rapports de tickets d'opération, un reporting de portefeuille. On a quand même, comme j'ai dit, 800 tranches, 800 types de financement. Donc il faut quand même qu'on puisse suivre notre portefeuille. C'est presque comme une petite banque d'une certaine façon. Il faut qu'on puisse sortir les échelles d'intérêt. Donc là, vous avez un exemple à droite d'échelle d'intérêt, un rapport qu'on peut sortir. Donc là, c'est un rapport d'échelle d'intérêt avec une vision jour par jour. Voilà, et ça, c'est quelque chose qu'on peut envoyer à notre filiale par mail et même automatiser l'envoi par mail. On a un autre rapport à gauche qui est par exemple un benchmark entre notre portefeuille de prêt et un indice de référence pour savoir quelle marge on a pris, voilà, quelle profitabilité entre guillemets on a sur notre portefeuille, etc. Et puis on a la comptabilité qui est totalement automatisée aussi. Quelles sont les prochaines étapes? Alors, les prochaines étapes, d'abord, on était hosté chez nous depuis 2018. Pour diverses raisons, on a dû passer donc en SaaS et en cloud. Donc ça a été fait en février 2021. Ça, c'était une première milestone qui permet maintenant de libérer les autres étapes. Les autres étapes, prioritairement, on doit passer sur la partie Payment Factory et Cash Pooler, donc, et Swift. Donc aujourd'hui, on détourne un petit peu le fonctionnement dans la première phase qu'on a fait. Maintenant, on va vraiment avoir la connectivité Swift et l'interaction directe avec les banques. Ça, c'est le projet immédiat. Et puis ensuite, on a un projet de mise en place de cash forecast automatique, de cash flow forecast automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos filiales, quand elles ont besoin de financement, doivent passer par un processus de préapprobation. Pour ça, il faut qu'elles aient de la visibilité à quelques semaines ou à un mois pour savoir si elles ont besoin de cash et donc qu'elles puissent lancer ce processus. Donc c'est important pour elles d'avoir cette visibilité à horizon voilà, quelques semaines ou un mois. Et puis on a aussi un projet de mise en place d'un netting interco des règlements. On a beaucoup de filiales, donc des flux qui se croisent un peu dans tous les sens. Aujourd'hui, ça passe en bancaire, donc ça veut dire qu'en termes de réconciliation, pour les comptables, etc., c'est pas évident. Demain, on va tout passer par le système, comme ça on aura le même référentiel, on saura qui a payé, qui a reçu. Avec nos codes interco, etc., ce sera plus simple. Et ça permettra aussi d'internaliser du FX quand il y a du FX à faire. Donc encore une fois, prendre la marche chez nous. Quelle a été votre appréciation de notre collaboration depuis le début du projet? Elle a été très bonne. Alors déjà, on a eu un projet qui a été livré dans les temps, ça c'est important. On a fait l'appel d'offres en décembre 2017, enfin on a choisi Datalogue en tout cas en décembre 2017, on a fait les ateliers en janvier 2018 et on est passé live en juillet 2018. Donc ça a été très court. 6 mois pour faire un projet de cette envergure-là, c'est pas commun. Et ça a été délivré dans les temps et avec une bonne qualité. La bonne qualité, elle vient de l'écoute des consultants qu'on a eu, c'est-à-dire qu'à la fois vous écoutez, mais en plus de ça, vous trouvez les solutions pertinentes. Là, on voit 2 ans et demi après la mise en prod, on se rend compte que les solutions qui ont été mises en place sont les bonnes. Donc on est très satisfait de ça. Et puis, on n'a pas fait de spécifique en fait pour Eurofins, malgré le fait que nos besoins sont un peu spécifiques. Mais en fait, on a utilisé le code tel quel et on a trouvé des astuces de paramétrage ensemble pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc ça, c'était bien et c'était important qu'on reste dans le standard et qu'on ajuste via du paramétrage. Donc au final, vraiment une grande satisfaction depuis 2 ans et demi d'être sur le système. Pour conclure, je souhaite insister sur les points forts et différenciateurs de Treasury Line. Le premier point fort porte sur sa capacité à couvrir l'ensemble des fonctions du métier du trésorier, tout en assurant une fluidité inégalée d'intégration dans le système d'information par un paramétrage de 100% des interfaces. Le second point fort porte sur la capacité d'adaptation au processus client
et la capacité d'évolution de la solution grâce à son paramétrage natif et dynamique. Et le troisième point fort porte sur la capacité de déploiement à l'international avec des équipes présentes sur 3 continents et une large expérience et expertise acquise au sein d'organisations internationales comme nous venons de le voir. Par ailleurs, TreasuryLine est proposé en solution SaaS ou en solution on-premise. Enfin, fort de ses 20 ans d'expérience dans le monde de la Payment Factory, TreasuryLine se distingue et est reconnu sur l'ensemble de son TMS par une automatisation accrue des processus, un très haut niveau de sécurité et des performances éprouvées et fortes. Et moi, je voulais juste remercier aussi, penser à tous nos trésoriers qui en ce moment vivent une période difficile de Covid. En ce moment, c'est chargé pour tout le monde. Et puis, je voulais remercier aussi Datalogue de s'être organisé justement dans la période de Covid pour assurer le support qu'il fallait à ses clients. Merci à Arnaud. Merci aux équipes du groupe Eurofins et au groupe Eurofins pour les tests Covid qui sont effectués depuis plus d'1 an. Je remercie l'ensemble des personnes présentes aujourd'hui. Je vous invite à revoir cet atelier très bientôt sur notre chaîne YouTube et à nous contacter par l'un des moyens qui s'affichent.